Bonjour tout le monde, bienvenue à notre nouvelle édition de webinaire. Cette fois-ci, c'est un webinaire spécial, budget 2022. On va essayer de se pencher sur une analyse des éléments forts qui sont importants pour votre entreprise. Je vais présenter l'équipe aujourd'hui qui va s'occuper de vous dans ce webinaire. On va passer à la prochaine diapo. Alors, aujourd'hui, on a notre vice-président des Affaires nationales, Jasmin Guenette, qui va vous passer un peu en revue la petite analyse, si vous voulez, bref, de ce qui est pertinent pour vous dans ce budget-là. On comprend que vous êtes des propriétaires de PME, vous n'avez pas le temps de passer à travers tout un budget. Jasmin et l'équipe fédérale à Ottawa s'est chargé vraiment de rendre ça un peu plus digérable pour vous. Mon nom, c'est Jean-Marc Hocheux. Je suis gestionnaire principal des ressources d'entreprise. Pour certains, j'ai eu l'occasion de discuter avec vous au téléphone. Donc aujourd'hui, je vais me charger d'animer un peu cette présentation, de aussi regarder un peu les questions qui vont être posées, puis d'essayer d'épauler Jasmin dans la présentation. Juste à l'ordre du jour, je veux juste vous guider un peu sur les choses que vous avez. Donc, vous pouvez poser vos questions à travers l'option Q&A ou QR dans votre plateforme Zoom. Vous avez l'option aussi de nous les poser à la fin de la présentation, mais pendant la présentation aussi. N'oubliez pas, tout ce qu'on fait, c'est enregistré. Donc, si vous n'avez pas le temps de finir la présentation, vous allez recevoir une copie de ce webinaire-là avec les informations. Alors, l'ordre du jour aujourd'hui, donc mot de bienvenue, on a déjà passé par là. La présentation de certaines mesures du budget fédéral 2022 qui sont pertinents à votre entreprise et aussi questions et réponses. Juste pour vous laisser savoir, demain, on a un événement majeur avec la vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, un webinaire qui a été fait spécifiquement pour les membres de la FCEI. Le webinaire va se faire en anglais, mais si vous avez l'option d'envoyer des questions en français aussi, et on se chargera de répondre à vos questions. La structure va être un peu différente, va être un peu différente de ce dont vous avez l'habitude de vivre quand vous faites des webinaires avec nous, mais on va tenter dans les 45 minutes de répondre à toutes vos questions. Alors, si on peut passer à la prochaine diapo. Ok. Alors aujourd'hui, donc vous avez le budget a été déposé le 7 avril, comme vous le savez, par le gouvernement fédéral. Donc dans cette diapo que vous allez avoir à la fin de la présentation, vous pouvez aller voir un peu les éléments pertinents à votre entreprise. On a aussi publié notre réaction sur le site web de la FCEI. Vous avez accès à notre réaction à travers ce lien qui est publié. Juste brièvement, nous, on pense que ça a été un rendez-vous manqué pour adresser les problématiques des PME, surtout sortant d'une pandémie comme celle qu'on a vécue. Alors, vous allez voir un peu les détails de nos réactions et Jasmin va aussi rebondir sur ce point-là. Si vous avez des questions spécifiques par rapport au budget ou des réactions, n'hésitez pas à nous appeler 1-833-568-3234. Partagez vos sentiments avec nos conseillers aux entreprises. Ils se feront le plaisir de transmettre les informations à Jasmin et son équipe. Vous pouvez aussi envoyer vos témoignages par courriel à FCEI, à commercial fcei.ca. En passant, si vous avez des questions pour le webinaire, vous avez simplement à mettre questions pour le webinaire avec Madame Chrystia Fulan et se chargera de filtrer vos questions. Alors, on va passer à la prochaine diapo. Mon collègue Jasmin va prendre le micro et vous donner un peu plus de détails sur le budget 22. Vas-y, Jasmin. Merci beaucoup, Jean-Marc. Et puis, c'est à mon tour de vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire spécial dédié au budget fédéral qui, comme Jean-Marc l'a mentionné, a été déposé jeudi dernier. Chaque année, le budget fédéral, c'est un moment important parce que c'est beaucoup là où prennent forme, au fond, la direction de certaines politiques que le gouvernement fédéral met en place. C'est vraiment là qu'on comprend certaines des priorités qui sont plus importantes
que le gouvernement souhaite mettre de l'avant. Et puis, je vais commencer à vous parler du budget, au fond, en présentant ce que je dirais comme étant la bonne nouvelle de ce budget-là, celui de permettre à un plus grand nombre de PME d'avoir accès au taux d'impôt PME, qu'on appelle aussi techniquement la déduction accordée aux petites entreprises. Donc, le taux d'impôt PME s'applique à la première tranche de 500 000 $ de vos revenus. Si votre capital imposable est inférieur à 10 millions. Puis pour les entreprises qui ont un capital imposable qui se situe entre 10 et 15 millions, vous avez également accès au taux d'impôt PME, mais de manière différente et un petit peu moins avantageux. À la FCEI, on se bat depuis plusieurs années pour améliorer l'accès au taux d'imposition PME. Et donc, c'est pour ça qu'on a félicité le gouvernement d'avoir adopté une de nos recommandations dans son budget, recommandation que nous faisions depuis plusieurs années, c'est-à-dire que le plafond, au fond, de 15 millions actuellement, d'augmenter, de faire passer ce plafond-là à 50 millions pour encourager la croissance d'un plus grand nombre de PME. Et donc, cette annonce est clairement une victoire de la FCEI. Donc, de faire passer le plafond maximal de 15 millions à 50 millions va permettre à un très grand nombre de PME de pouvoir enfin avoir accès au taux d'impôt PME. Et ça, c'est une très bonne nouvelle et c'est une très bonne nouvelle qui survient grâce notamment au travail acharné que la FCI a fait dans ce dossier-là depuis plusieurs années. Si on passe à la diapositive suivante, une autre annonce qui a été faite, bien qu'elle a été faite quelques jours avant l'annonce, bien que cette annonce-là ait été faite quelques jours avant le dépôt officiel du budget fédéral, reste que c'est une annonce qui s'inscrit dans le contexte du budget, puis on voulait vraiment prendre le temps de vous la présenter aujourd'hui parce que c'est vraiment une annonce importante. D'ailleurs, la FCI se réjouit des changements qui ont été apportés par le gouvernement fédéral au programme des travailleurs étrangers temporaires. Donc, le 4 avril, juste avant le budget, le gouvernement a annoncé des mesures pour faciliter l'accès des PME au programme des travailleurs étrangers temporaires afin, au fond, d'aider à pallier aux pénuries de main-d'œuvre. Hier, j'ai rencontré un de nos membres, encore une fois, qui me parlait des difficultés qu'il a à recruter. C'est la même chose pour plusieurs d'entre vous, j'en suis certain. Donc, il faut trouver des solutions pour que ce soit plus facile de trouver des travailleurs pour que les affaires de l'entreprise puissent avancer rondement. Donc, il y a eu des changements qui ont été annoncés au programme des travailleurs étrangers temporaires. On est particulièrement satisfait des changements suivants. Donc, le gouvernement met fin à sa politique voulant qu'une demande d'étude d'impact sur le marché du travail soit automatiquement refusée si votre entreprise est dans une région où le taux de chômage atteint 6 % ou plus. Pour les secteurs du service de l'hébergement, de la restauration et du commerce au détail. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en gros? Ça veut dire que, indépendamment du taux de chômage de votre région, le mérite de votre étude d'impact sur le marché du travail pour avoir accès aux travailleurs étrangers temporaires ne sera pas basé sur le taux de chômage, mais ça va être basé sur les besoins de votre entreprise. Et donc, si vous avez des besoins non comblés, puis vous affichez des postes, vous faites la promotion d'ouverture que vous avez au sein de votre entreprise, vous êtes dans les secteurs touchés par cette annonce-là,
puis que vous n'arrivez pas à trouver des gens, même si le taux de chômage est de 6 ou plus dans votre région, ben, vous allez avoir accès, vous allez, au fond, votre demande d'études, votre étude d'impact va être analysée sur la base du mérite et non pas du taux de chômage. L'augmentation du plafond de main-d'œuvre pour les postes à bas salaire va être augmentée à 30 pour certains secteurs. C'est déjà à 20 pour d'autres secteurs. Donc, on augmente le plafond. Et l'évaluation donc, de l'étude d'impact du marché du travail va être valide pendant 18 mois. Et ça aussi, c'est une bonne nouvelle parce qu'on sait des fois, ça peut prendre du temps une fois qu'on a reçu le feu vert, que notre étude d'impact est bonne. Ça peut prendre un certain temps pour passer à travers toutes les autres étapes avant d'avoir accès à ces travailleurs-là. Donc, prolonger la validité de l'étude, c'est une très, très bonne nouvelle. Donc, je voulais commencer avec ces deux bonnes nouvelles-là. Maintenant, si on passe à la diapositive suivante, il y a quand même d'autres mesures qui sont intéressantes, qui ont été annoncées dans le budget là, de jeudi dernier. Par exemple, il y a la création d'une fiducie collective des employés, donc une fiducie collective des employés qui pourrait, au fond, aider à la vente d'une entreprise aux employés. Donc, ça pourrait permettre une transition plus simple ou tout simplement assurer la transition d'une entreprise quand vient le temps, par exemple, pour un propriétaire de prendre sa retraite. Donc, la création d'une fiducie collective des employés, ça pourrait permettre aux employés d'acheter l'entreprise et ainsi assurer la transition de cette entreprise-là. Le gouvernement a également annoncé son intention d'instaurer une déduction pour la mobilité des jeunes métiers. Donc, les jeunes métiers, ici, on entend les électriciens, les plombiers, les soudeurs, donc ce genre de métiers-là. Donc, ceux qui pourraient avoir besoin de se déplacer ou de se reloger temporairement dans un endroit là, à l'intérieur de la province ou à l'intérieur du pays, le temps d'effectuer des travaux, des contrats, des choses comme ça, ben, ces gens-là pourraient avoir accès à des déductions en lien avec ces déplacements-là. Donc, évidemment, on n'a pas tous les détails aujourd'hui parce que c'était annoncé jeudi dernier et il faut voir au fond comment les détails vont s'articuler autour de cette mesure-là, comme autour des autres mesures qui ont été annoncées lors du budget, parce que je vous rappelle que le budget, au fond, c'est un énoncé. On met en place un certain nombre de politiques, on les explique, on les dévoile, mais après ça, ben, il faut que le budget soit adopté par la Chambre des communes. Et ensuite, ben, il faut qu'il y ait le projet de loi qui soutienne le budget, qui soit, au fond, présenté également. Alors, Rachel, tu as un commentaire, j'imagine. Oui, j'allais juste ajouter qu'on se demande si la fiducie collective des employés serait semblable à ce qu'on voit aux États-Unis et nous, on se demande la même chose. Ça va être vraiment intéressant de voir ce que le gouvernement va mettre en place parce que ça ne s'est jamais fait. Et je sais que de notre côté, et nous travaillons avec l'ARC, qu'on a dans le passé déjà vu que ce n'est pas vraiment facile dans ces cas. Ouais. C'est vrai, très bon point. Merci, Rachel. Et puis, ce sont souvent des choses qui prennent quand même un peu de temps avant d'être mis en place. Il y a souvent des consultations qui sont organisées. Évidemment, nous, on va y participer activement. Mais quand même, on souhaitait vous présenter cette mesure-là
qui risque d'aider plusieurs entrepreneurs, au fond, à vendre leur entreprise. Et la même chose pour la déduction pour la mobilité de la main-d'œuvre. Ici, là, lors du budget, on mentionnait que ça pourrait être une reconnaissance fiscale qui peut aller jusqu'à 4 000 $. Donc, c'est quand même des montants importants. On sait que les déplacements, ça coûte cher. Donc, c'est vraiment une mesure qui pourrait aider beaucoup de gens de métier là, avec les déplacements qui sont requis pour accomplir les contrats. Là. Oui, j'allais juste ajouter que dans le passé, on a vu que quand on parle pour ces travailleurs qui sont ceux qui participent, ceux qui ont des sceaux rouges. Et c'est ça que j'allais dire, que c'est pas vraiment nécessairement des autres travailleurs. Exactement. Donc, évidemment, il y aura un encadrement. Ce ne sera pas tous les travailleurs, au fond, qui pourraient avoir cette déduction-là. Mais, et on va le voir plus tard dans la présentation, c'est une mesure là, qui est quand même bien vue par l'ensemble des membres. Maintenant, si on passe à la prochaine diapositive, bien, évidemment, là, il y a un certain nombre de choses qui sont importantes pour vous de savoir. Donc, les programmes d'aide en lien avec la COVID vont se terminer le 7 mai. Donc, les programmes là, dont il s'agit ici sont le programme de relance pour le tourisme et l'accueil, le programme de relance pour les entreprises les plus durement touchées et le programme d'embauche pour la relance économique du Canada. Donc, ces programmes-là ont été mis en place à différentes périodes, à différents moments durant la pandémie pour aider les entreprises qui sont touchées par la pandémie, qui ont des pertes de revenus en raison de la pandémie, d'avoir accès à l'aide au loyer, d'avoir accès à de l'aide pour payer les salaires. Donc, ces programmes-là prennent fin le 7 mai, ça a été annoncé, mais vous devez vous rappeler d'une information qui est quand même très importante, c'est que vous avez 180 jours après la fin du programme pour faire une demande. Donc, je ne sais pas exactement ça amène à quand 180 jours après le 7 mai, mais assurez-vous de garder ça en tête parce que si vous êtes toujours impacté par la pandémie, si vous avez toujours des baisses de revenus démontrables là, en raison de la pandémie, bien, même si les programmes d'aide se terminent le 7 mai, vous avez 180 jours après la fin pour faire une demande. Et donc, regardez ça attentivement et si vous avez une entreprise là, qui a toujours des baisses de revenus, de la difficulté à cause de la COVID, ben, ces programmes-là, les demandes sont bonnes, je le répète parce que je veux que vous vous en souveniez. Vous avez 180 jours après pour faire une demande. Et je vous dirais là, de ne pas penser qu'il va y avoir des délais supplémentaires d'accorder. 180 jours, ça a été communiqué comme étant pas mal une date ferme pour l'instant. Là, donc, fiez-vous à ce nombre de jours-là, 180 jours. Les déficits sont très importants encore, même si vous êtes plusieurs à dire que le gouvernement doit en faire davantage pour remettre de l'ordre dans ses finances publiques. Le déficit prévu en 2026-2027 va demeurer à 8 milliards. Et donc, c'est une situation, évidemment, qu'on suit de très près. Il n'y a pas de baisse qui a été annoncée aux cotisations de l'assurance-emploi ou encore du régime de pension du Canada ou le régime des rentes du Québec. Les
frais d'exploitation augmentent, toutes sortes de frais pour opérer votre entreprise augmentent. Nous, on demandait qu'il y ait des baisses de cotisation pour ces programmes-là ou encore, à tout le moins, un gel annoncé pour quelques années. Ça n'a pas été fait. On va continuer à travailler là-dessus. Par exemple, vous pouvez être certain, mais c'était quand même décevant de voir qu'il n'y avait aucune mention de gel ou de baisse de cotisation. Il n'y a pas eu non plus d'annonce pour les frais de carte de crédit, autre qu'une consultation supplémentaire va se tenir pour discuter des enjeux des frais de carte de crédit. C'est vraiment une situation là, qui touche un très grand nombre de PME, surtout le commerce au détail. Les frais de carte de crédit augmentent. Ça augmente parce que, je veux dire, de plus en plus de transactions qui se font par carte de crédit, ça devient compliqué de comprendre son contrat. Des fois, quand on utilise une carte plutôt qu'une autre, les frais ne sont pas les mêmes, donc ça fait augmenter encore davantage les frais de carte de crédit. C'est une promesse du gouvernement libéral, puis on s'attend à ce que le gouvernement libéral livre sur sa promesse pour trouver une façon de réduire les frais de carte de crédit. Ça n'a pas été annoncé dans le budget, mais on va le talonner là-dessus, vous pouvez être certain. Pas de mention de réduction du fardeau réglementaire, du fardeau administratif pour les PME. Encore une fois, on va talonner le gouvernement là-dessus parce que c'est une des priorités pour vous là, de s'assurer que ça soit moins compliqué d'opérer son entreprise et que ce soit plus facile, au fond, de remplir tous ces formulaires-là et de pouvoir faire en sorte que tous les aspects de l'entreprise sont en ordre aux yeux du gouvernement. Jean-Marc? Oui, écoute, Jasmin, on a fait les maths. Alors, notez ça dans votre calendrier. Le 7 mai, donc ça sera en fait le jeudi 3 novembre, qui sera la dernière date pour appliquer pour les programmes. Donc, notez ça dans votre calendrier. Pour ceux qui vont appliquer à la dernière période à partir du 7 mai, ils auront jusqu'au 3 novembre 2022 pour appliquer au programme d'aide. Donc, on a fait les maths un peu rapidement là, mais c'est sûr que sur le site du gouvernement, vous allez voir les périodes qui vont être encore ouvertes quand vous allez décider d'appliquer au programme d'aide d'urgence. Super, bien merci Jean-Marc d'avoir fait les maths si rapidement. Parce que oui, c'est facile d'oublier ou bien on se réveille un peu à la dernière minute parce qu'on est tellement occupé à opérer puis à gérer son entreprise qu'on oublie des fois ce genre de détails-là. Mais même si les programmes se terminent le 7 mai, ce que vous devez vous rappeler, c'est que vous avez 180 jours pour faire votre demande après la fin. Et ça nous amène jusqu'au début du mois de novembre. Puis, j'ai mis ici au bas de la diapositive « Consultation sur le projet de loi C8 ». C'est C208. C208, c'est la loi qui a été passée l'an dernier qui modifie les règles fiscales qui encadrent le transfert des PME, des sociétés agricoles, des sociétés de pêche familiale pour assurer que le traitement fiscal soit équitable, que l'entreprise soit vendue à un membre de la famille ou à une personne sans lien de parenté. Donc, il y aura des consultations sur cette loi-là dans les prochains mois. Et puis, vous pouvez être certain que la FCEI va participer là, à cette consultation-là. C'est un enjeu très important. Le transfert intergénérationnel des entreprises, c'est une façon là, c'est une façon de garder, au fond, l'entreprise au sein du giron familial. Donc, il faut vraiment s'assurer que ça soit le plus facile et le moins coûteux possible de faire ces transferts-là. Et c'est une des priorités pour nous. L'année passée, ça a été une victoire importante pour vous qu'on a réussi à aller chercher quand ce projet de loi-là a été adopté. Le département des finances là, veut voir un peu
si tout est correct avec la loi actuelle, s'il n'y a pas des nouveaux amendements qui doivent être mis en place. Donc, vous pouvez vous assurer qu'on va garder un œil attentif dans le cadre de ces consultations-là et qu'on va y participer activement. À la prochaine diapositive, dans le fond, et les autres suivantes, c'est que au lendemain du dépôt du budget, donc, on vous a envoyé un sondage pour connaître votre opinion sur le budget puis des mesures ou certaines des mesures qui sont contenues dans le budget. Le 3/4 d'entre vous, là, vous dites que le budget n'est pas du tout utile ou pas très utile pour votre entreprise. Donc, évidemment, là, ça, c'est un message clair. C'est un message qu'on va faire parvenir au gouvernement parce que c'est bien beau là, vouloir mettre en place toutes sortes de programmes, là, mais ça prend également un agenda économique. Le gouvernement doit s'assurer que les propriétaires d'entreprises puissent plus facilement gérer leur entreprise, que ce soit moins onéreux de gérer son entreprise. Il faut s'assurer que ce soit plus facile de trouver des gens pour venir travailler, pour que ce soit plus facile, au fond, de prendre de l'expansion. Donc, le gouvernement mentionne souvent toutes sortes de programmes qu'ils ont en tête, mais le budget qui a été présenté, vous êtes 3/4 à dire que ce n'est pas utile, là. Donc, c'est vraiment important pour le gouvernement de mettre en place un agenda économique pour que les politiques publiques permettent à vous là, de créer la richesse, puis d'embaucher, puis d'avoir une entreprise qui prend de l'expansion et qui répond aux besoins de ses clients, de ses fournisseurs. Jean-Marc. Jasmin, un autre point qui est important, souvent je pense que nos membres oublient ce fait-là, mais si, comme Jasmin l'a mentionné, il n'y a rien encore qui est dans le rock au niveau de ces propositions-là. Si vous voyez quelque chose qui serait pertinent à votre industrie, vous êtes les experts, vous connaissez votre industrie, vous savez l'impact de certaines règles sur vos industries, n'hésitez pas à nous contacter, nous partager ça, au moins le mettre sur notre radar, parce que Jasmin et son équipe, ils vont au front pour vous, donc ils vont pouvoir comprendre un peu la problématique et aller au front pour nos membres. Donc, sur ce. Merci Jean-Marc. Puis oui, ben, c'est ça, notre travail ici à Ottawa, puis comme le travail des autres équipes législatives partout au pays, au Québec, en Ontario, en Atlantique, dans l'Ouest. Notre job à nous, dans le fond, c'est de rencontrer les élus puis de leur dire, écoutez, voici ce que vous pouvez faire qui va permettre aux entrepreneurs, au fond, de manœuvrer plus facilement, de prendre l'expansion, de croître, de pouvoir créer davantage d'emplois puis de richesses. Donc, vos idées, vos commentaires, on les lit avec beaucoup d'attention quand vous répondez à nos sondages, puis répondez à nos sondages parce que c'est ça, au fond, qui me donne des munitions. Je parle pour moi, là, mais c'est la même chose pour tous mes collègues. C'est ça qui nous donne des munitions quand on va rencontrer les élus, puis on dit, regardez, là, ce sondage-là, il a été répondu par X milliers de personnes, puis voici les mesures qui sont les plus nécessaires pour assurer la vitalité des PME au pays. Donc, c'est important de répondre à nos sondages parce que, comme je l'ai dit, ça donne des munitions pour nos rencontres avec les élus. Si on passe à la prochaine diapositive, je vais faire une brève présentation des résultats qu'on a obtenus dans notre sondage qu'on a envoyé juste après le budget, là. Donc, 63 % d'entre vous appuient l'augmentation, au fond, du capital imposable pour avoir droit au taux d'imposition PME. 61 % appuient l'élimination progressive des programmes reliés à la pandémie et 75 % sont d'accord avec la création de la fiducie collective des employés. Et donc, ça montre à quel point le transfert d'une entreprise
à une autre génération ou le transfert d'une entreprise à d'autres investisseurs est un enjeu important parce qu'on sait que dans les prochaines années, dans les prochains 8 ans, disons-le, 8 à 10 ans, il va y avoir un transfert important d'entreprises aux mains d'une nouvelle génération d'entrepreneurs. Donc, que ce soit le transfert intergénérationnel, que ce soit le transfert à des employés qui veulent acheter la business, bien, tout ça, ce sont des politiques qui sont vues très positivement par vous, les entrepreneurs. Et ça peut assurer le transfert quand vient le temps, soit de prendre la retraite ou tout simplement parce qu'on veut passer à autre chose. Ici, si on peut passer à la diapositive suivante, la déduction pour les jeunes métiers est vue aussi très positivement. 68 d'entre vous êtes d'accord avec ça. 66 2 tiers des PME approuvent les changements au programme des travailleurs étrangers temporaires. Ça, c'est intéressant parce qu'on a fait une étude là-dessus, puis on l'a dit au gouvernement, puis les changements au programme des travailleurs étrangers temporaires, ça, c'est une victoire de la FCI parce qu'on a fait beaucoup de rencontres avec la ministre Qualtrough, avec l'équipe du ministre Fraser, donc qui sont responsables à chacun du programme des travailleurs étrangers temporaires. On a fait beaucoup de demandes auprès des élus de tous les partis pour qu'il y ait comme un consensus autour de ça. Et même si c'est à peu près 16 des PME qui utilisent le programme des travailleurs étrangers temporaires, son taux de succès, là, quand on l'utilise, là, le taux de succès de ce programme-là est au-delà de 50 %. Donc, ça aide les entreprises. Donc, si on facilite l'accès au programme des travailleurs étrangers, au programme des travailleurs étrangers temporaires, bien évidemment, ça va aider beaucoup d'entreprises qui ont de la difficulté à trouver les employés dont ils ont besoin pour assurer la vitalité de leur entreprise. Et également, 73 là, donc le 3/4, appuient les mesures qui ont été annoncées concernant le logement. Puis on sait, hein, surtout pour les gens qui se déplacent dans des régions un petit peu plus éloignées, des fois, on a de la misère à se trouver du logement. Il n'y a juste pas d'offres. Donc, si on peut avoir plus d'offres pour permettre à plus de gens là, de bouger puis d'avoir un endroit abordable où habiter, pas trop loin du travail, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que l'objectif, en tout cas, je ne sais pas les moyens, je ne sais pas si les moyens vont être les meilleurs, mais certainement que l'objectif d'avoir davantage de logements disponibles, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est un objectif qu'il faut atteindre. Puis, je passerai à la diapositive suivante. La mise en place d'un régime national des soins dentaires. Donc, 55 % sont d'accord. Donc, ici, on voit que c'est un peu plus divisé. On en parle beaucoup parce que, avec l'alliance qu'il y a eu entre le NPD et le Parti libéral, bien, on a parlé beaucoup du régime national des soins dentaires. Puis, nous, notre vision là-dessus, c'est que bon, c'est bien beau un régime comme celui-là ou d'autres programmes, là, mais c'est important, comme je le disais un peu plus tôt, d'avoir un agenda économique. Et puis, on va continuer à talonner le gouvernement pour s'assurer que ces programmes-là, ces nouvelles annonces-là, là, ben, que dans un premier temps, on sache ça va coûter combien, comment on va payer pour ces programmes-là, pour qu'il y ait davantage d'informations qui soient transmises aux propriétaires de PME. Presque 70 % voient pas favorablement, au fond, la décision du gouvernement de constamment reporter le retour à l'équilibre budgétaire. On sait, hein, les déficits d'aujourd'hui, ce sont les taxes de demain. Donc, c'est important pour les membres
de la FCI. C'est important pour vous que le gouvernement ait un plan pour retourner à l'équilibre budgétaire. Il n'y a pas ça dans le budget, donc on va le rappeler évidemment. Comme je le disais tantôt, 3/4 disent que le budget n'est pas très utile à leur entreprise. Et donc, à la diapositive suivante, ça m'amène au fond à vous parler très brièvement de nos priorités qu'on va mettre de l'avant, priorités qu'on pourrait dire post-budgétaires, mais c'est un petit peu plus large que ça. Là. Donc, travailler sur l'augmentation des frais d'exploitation. Donc, quand je parle, quand je vous parle, là, quand on reçoit les résultats de sondage, l'augmentation des frais d'exploitation, c'est la priorité numéro un. Ça coûte plus cher. Le matériel, je veux dire, ça peut être les assurances, les taxes sur la masse salariale, toutes ces choses-là. Donc, on va continuer à travailler pour trouver des solutions afin d'aider à réduire les frais d'exploitation. La pénurie de main-d'œuvre, ça demeure un enjeu important. On va continuer à porter votre message auprès des élus pour que d'autres solutions soient mises de l'avant. L'immigration, on en a parlé tantôt, c'est bien, mais il y a d'autres choses aussi, l'automatisation, des crédits d'impôt pour embaucher peut-être davantage de retraités, des choses comme ça. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire pour aider en tout cas à pallier aux pénuries de main-d'œuvre. Les dépenses gouvernementales, les déficits, on va revenir là-dessus. Le fardeau réglementaire, il faut qu'il soit réduit. Les réductions de perte de crédit, c'est une promesse du Parti libéral. Puis là, ils viennent faire une alliance avec le NPD, puis le NPD aussi est en faveur de ça. Fait qu'on va se dire les vraies affaires, là. Ils ont besoin de livrer la marchandise. Évidemment, il y a beaucoup de perturbations avec les chaînes d'approvisionnement, là, des retards de livraison. Beaucoup d'entreprises nous disent qu'il y a des retards de livraison, des coûts supplémentaires qui sont causés notamment par ces retards-là. Des fois, ça peut être même de ne pas être capable de livrer un contrat à temps parce que l'approvisionnement devient très difficile. Fait que c'est une de nos priorités également qu'on va mettre de l'avant. Il y a plusieurs autres choses, mais vous pouvez vous assurer qu'on va continuer à se battre pour s'assurer que le climat d'affaires soit le plus facile possible pour vous. Et sur ça, je vais passer la parole à mon collègue Jean-Marc. Merci, Jasmin. Ouais. On va continuer. Donc, on va continuer une période de questions. On a quelques questions qu'on pourra poser. Alors, si tu veux, beaucoup d'inquiétudes par rapport au prêt CUEC. Je ne sais pas si tu sais, je sais que l'équipe du fédéral, vous avez beaucoup travaillé par rapport à ce prêt-là. Il y a des questions qui sont revenues par rapport au fait est-ce qu'il y a eu déjà avant le sondage, est-ce qu'il y a eu des propositions d'élargir la portion de subvention ou pas? Est-ce qu'il y a l'appétit pour ça au niveau fédéral? Il y a aussi un membre qui nous a posé une question par rapport au fait que dans l'événementiel, avec les vagues qu'il y a eu de fermeture, ça va être difficile de rembourser, si tu veux, le montant pour avoir accès à la subvention de 20 000. Donc, premièrement, la subvention de 20 000, le montant est bien dû pour le 31 décembre 2023 pour accéder à la subvention de 20 000. Ça, c'est ce qu'on sait. Maintenant, au niveau des démarches, Jasmin peut parler un peu de ce qui a été fait au niveau de la FCI. Oui, merci Jean-Marc. Dans toutes mes rencontres avant le budget que j'ai eues avec les élus fédéraux, et j'en ai quand même eu pas mal de rencontres, au sujet du compte d'urgence pour les entreprises canadiennes, le QEC, j'ai toujours mis de l'avant deux propositions, deux recommandations. La première, c'est d'augmenter la portion subvention du prêt
à 50 %. Donc, déjà, on pousse pour ça, d'augmenter la portion subvention, donc permettre aux entreprises qui ont été durement touchées par la pandémie d'alléger le fardeau de la dette qui a dû être prise en raison de la COVID. Puis les entreprises, comme dans des entreprises de monsieur là, dans l'événementiel ou dans d'autres secteurs très touchés, ces entreprises-là sont dans une situation très difficile. Pas parce qu'elles ont fait des mauvais choix d'affaires, là, c'est parce qu'elles ont été forcées de fermer en raison des politiques des gouvernements. Donc, nous, on dit c'est injuste que le fardeau de la dette repose exclusivement sur les épaules de ces entrepreneurs-là. C'est pour ça qu'il faut augmenter la portion subvention à 50 %. Première chose. La deuxième chose, Jean-Marc, tu l'as mentionné, hein, le délai pour rembourser, pour avoir droit à la portion subvention, c'est à la fin de l'année prochaine. Puis quand on lit les sondages qu'on fait auprès de vous, là, auprès des membres de la FCI, on se rend compte qu'il y a du monde qui disent qu'ils ne seront pas capables de payer à temps pour avoir la portion de subvention parce qu'ils ont tellement eu de difficultés à générer des revenus pendant longtemps, ils ont tellement de difficultés encore à générer des revenus qu'ils ne voient pas comment ils vont pouvoir rembourser ces montants-là à temps. Puis ça arrive vite, là, si on a eu 60 000 $ à travers le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes, puis qu'il faut rembourser 40 000 $ à la fin de l'année prochaine, il faut en générer des revenus pour être capable de payer. Fait que là, nous autres, on dit de prolonger au-delà du mois de décembre 2023 le délai pour rembourser le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes afin d'avoir droit à la portion subvention. Fait que le prolonger d'au moins 2 ans, sinon mieux 2 ans. De le prolonger d'au moins 1 an, mais encore mieux d'au moins 2 ans. Très bien, merci Jasmin. Juste pour clarifier aussi, donc le montant est comme dû, donc le montant pour accéder à la subvention est dû le 31 décembre 2023, donc ça va être le 40 000 des 60 000. Si le montant n'est pas remboursé au total, vous allez pouvoir continuer à payer, si vous voulez, la dette avec les intérêts. Donc ça, c'est ce qui est prévu. Jasmin et l'équipe se battent pour pousser le délai. Ce n'est pas garanti, mais on continue la bataille. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos témoignages afin qu'on puisse continuer nos représentations à ce niveau-là. Une autre question. Oui, vas-y. Oui, et je veux juste rajouter un élément, Jean-Marc. Tu dis, on continue nos efforts là-dessus. Puis tu as raison de le mentionner parce que si on se rappelle, au départ, le prêt devait être remboursé à la fin de cette année. Oui. Puis là, je veux dire, c'était stressant là, pour beaucoup d'entrepreneurs. Puis on a poussé pour que ce soit prolongé au-delà de cette année, les délais de remboursement. Bon, on a eu 1 an jusqu'à maintenant. On ne va pas s'arrêter là, mais il faut revenir à la charge. Il ne faut pas lâcher, il faut revenir à la charge. Et puis, quand on pose des questions dans nos sondages, puis on a un haut taux de réponse, puis on est capable d'aller voir le gouvernement et dire, regardez, là, X nombre d'entrepreneurs ne vont pas arriver à rembourser à temps. C'est une bonne politique de prolonger les délais de remboursement. Je pense que ça nous donne du poids dans nos rencontres. Très bien. Merci, Jasmin. Je pense qu'on a une autre question, ceci de Mme Annie Belgrade, au niveau des travailleurs temporaires. Où peut-on voir le secteur visé pour le plafond de 30 % pour les travailleurs étrangers? Je sais que déjà, ce qu'on a, c'est hébergement, restauration, soins de santé, assistance sociale, commerce de détail et fabrication. Mais ça, c'est ce qu'on sait pour l'instant. Je ne sais pas si Jasmin et Rachel, vous voulez ajouter sur les secteurs. Je n'ai pas la liste. Je n'ai pas la liste sous les yeux. Là. Il y a 7 secteurs qui ont été ajoutés. Là. Donc, c'est
accommodation et services de nourriture, donc en gros, c'est les restaurants. On parle également du secteur de la construction, le secteur hospitalier, le secteur de préparation alimentaire. Donc, il y a un certain nombre de secteurs comme ça qui sont spécifiques, mais ce que je peux peut-être suggérer, c'est qu'on fasse un suivi par courriel où on pourrait envoyer là, spécifiquement les secteurs qui sont touchés par l'annonce là, pour permettre d'aller jusqu'à 30 de travailleurs étrangers temporaires, mais on parle de fabrication alimentaire, transformation alimentaire, le secteur manufacturier qui est dans le secteur, au fond, de la transformation des produits de la forêt, là, la construction, restauration. Donc, il y a un ensemble de secteurs. On pourra faire suivre la liste précise là, après le webinaire d'aujourd'hui. Très bien, très bien. Puis, c'est une annonce importante, Jean-Marc. Là. Je veux dire, il y en a là, ça fait des mois et des mois qui ne trouvent pas de personnel. Donc là, ils vont pouvoir remplir, ils vont pouvoir faire l'étude d'impact, montrer qu'ils font tous les efforts possibles pour essayer de recruter du personnel puis qu'ils n'y arrivent pas. Puis là, ce n'est pas le taux de chômage ou d'autres facteurs qui va déterminer la validité de la demande, c'est les besoins. Et donc, si vous tombez dans un de ces secteurs-là, ça serait pertinent de regarder comment on peut faire ces demandes d'études d'impact-là, puis de profiter de cette annonce-là qui a été faite là, il y a quelques jours à peine. C'est vraiment pertinent. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour beaucoup de nos membres au Québec et ailleurs qui ont beaucoup de problèmes de pénurie de main-d'œuvre, c'est sûr. Je pense qu'on a pas vraiment. Est-ce qu'on a. Il y a une question. Attends, il y a une question qui est rentrée en dernier là. Est-ce qu'on a une idée s'il y aura une augmentation au niveau du régime de pension canadien et de l'assurance emploi en 2023? C'est la réponse. Ça ne sera pas comme de la musique aux oreilles des membres. Oui, le gouvernement. Donc, il y a quelques années, le gouvernement a mis en place un plan de 7 ans consécutif où il y a des augmentations de cotisations au régime de pension du Canada. Les cotisations à l'assurance emploi ont été gelées pendant 2 ans, mais l'année prochaine, ça va recommencer à augmenter. Donc, oui, il y a des augmentations qui sont prévues. Il y a des augmentations qui sont prévues pour plein d'autres taxes également, la taxe d'assises sur l'alcool, la taxe carbone. Donc, il y a tous ces frais-là qui, à chaque année, là, à une date bien précise, le cadran sonne, la taxe augmente, le cadran sonne, la taxe augmente. Nous, c'est sûr qu'on va faire des représentations auprès du gouvernement fédéral pour dire qu'il faut soit à tout le moins geler l'augmentation puis geler les taux à leur niveau actuel et de trouver une façon pour rembourser les augmentations aux PME. C'est-à-dire que si vous avez une augmentation, par exemple, de vos cotisations au régime de pension du Canada de 2, 3, 4 qu'on trouve une façon de vous rembourser ce 2, 3, 4 %-là avec des rabais. Là, ça, en envoyant un chèque pour dire vous avez payé ça en trop, vous le gardez ou trouvez une autre façon. Parce que, tu sais, moi, je l'ai dit, puis on l'a dit, l'ensemble de l'équipe législative, on l'a dit, là,
ça fait 2 ans qu'il y a plein d'entreprises qui ont beaucoup de difficultés, puis là, vous arrivez avec des augmentations pour le régime de pension ou le régime des rentes au Québec. La taxe d'assiette sur l'alcool a augmenté les 2 fois durant la pandémie, même si ça a un impact majeur sur les entreprises de la restauration, puis même si la restauration, ça a été un des secteurs les plus touchés par la pandémie. Donc, on va continuer à faire beaucoup de représentations pour limiter, au fond, l'augmentation des frais d'exploitation, ce qui inclut les différentes taxes sur la masse salariale. Merci, Jasmin. Il y a notre collègue Rachel qui nous a trouvé des petits détails. Alors, l'assurance emploi 2022 est à 1,58% en ce moment, supposé monter à 1,63% en 2023. Le régime de pension canadien, lui, supposé aller à 5,95% en 2023. Il est en ce moment à 5,7. Donc, on voit des grosses augmentations et je sais que vous allez faire de quoi là pour essayer d'atténuer l'impact sur les PME. Alors, si on peut, je pense qu'on peut continuer. Je pense qu'on n'a plus vraiment de questions, plus vraiment de questions à poser. Là, on peut aller à la prochaine diapo. OK. Alors, juste des petits rappels. Sachez que... Jean-Marc, je vois qu'il y a une question. OK, vas-y. Juste, quels sont les résultats des démarches de demande d'élargissement des critères de qualification du PRTA? Est-ce que peut-être, Jean-Marc, c'est une question pour toi? Excusez-moi, les démarches... Quels sont les résultats des démarches de demande d'élargissement des critères de qualification du PRTA? Je peux peut-être. Merci, Jasmin. Oui, je peux peut-être parler un petit peu là, de ce programme-là. Là. Donc, quand il a été annoncé, on a demandé dans la minute suivante au gouvernement de clarifier les entreprises qui vont pouvoir y avoir accès. On a soumis une liste au gouvernement en disant voici ce qui devrait être inclus dans les secteurs qui devraient être inclus dans le programme. Puis, le gouvernement a élargi l'accès au programme une fois. Il reste encore des précisions à obtenir. On a eu une rencontre avec Rachel notamment et d'autres collègues avec l'Agence de revenus du Canada pour clarifier certaines choses. Donc, ça reste un enjeu qui est sur notre bureau et puis on continue à travailler avec le gouvernement, avec la fonction publique pour obtenir davantage de clarification. Oui, n'hésitez pas. Je sais que parmi vous, il y en a qui l'ont déjà fait. J'ai reçu des courriels, des appels de membres qui n'étaient pas en mesure de se qualifier pour le PRTA et qui ont vraiment eu des petites sommes à travers le PRE-PDT. N'hésitez pas à partager vos exemples. Rachel les collecte, Jasmin aussi, puis ils les utilisent dans leurs rencontres. Donc, pour l'instant, pas vraiment de nouvelles positives à ce niveau-là, mais on n'arrête jamais à la FCEI. Oui, on n'arrête jamais. J'allais juste ajouter qu'on entend souvent que avec le loyer, on a beaucoup de membres qui voient des délais. Alors, continuez à nous laisser savoir, à partager vos histoires avec nous, votre situation avec nous, et puis on va définitivement les partager avec la RC. Très bien. Alors, juste des petits rappels. Merci d'abord pour votre temps aujourd'hui, mais des petits rappels à venir. Donc, demain, l'événement majeur avec la vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland. Assurez-vous de nous envoyer vos questions à l'avance.
et vous allez pouvoir aussi poser vos questions pendant le webinaire. Même si ça sera en anglais, vous avez l'occasion de poser vos questions en français. Le lien est aussi présent dans la fonction chat, donc vous pouvez le sauver, allez vous enregistrer maintenant. Vous pouvez aussi cliquer sur la diapo quand elle vous sera partagée. On a aussi le 28 avril à 13 h un webinaire spécial avec Mastercard sur la cybersécurité, comment protéger votre entreprise en 2022. Vous allez un peu de confusion, effectivement. Ceux qui étaient déjà enregistrés pour demain, on a dû reprogrammer le webinaire. Donc, si vous avez été enregistré pour le 14, automatiquement, vous allez recevoir votre invitation pour le 28. Si vous n'avez pas encore été enregistré, je vous demande de le faire pour avoir aidé des membres qui ont été victimes de problématiques cybersécurité. Ça peut être quelque chose qui peut vous aider. On entend des histoires d'horreur aussi ici au niveau des ressources d'entreprise, entreprises qui se font hacker ou qui se font voler. Alors, leurs données ou des ressources, n'hésitez pas. Ce webinaire-là va vous permettre d'avoir des outils pour mieux vous protéger en termes de cybersécurité. On peut aller à la prochaine diapo. Tu voulais dire quelque chose, Jasmin? Je voulais juste dire que, tu sais, le webinaire avec le ministre Freeland demain, tu sais, aujourd'hui, on a le webinaire sur le budget. Demain, ce webinaire-là, c'est pas qu'on endosse ou qu'on n'endosse pas le budget. La FCI, c'est un organisme non partisan, donc on parle avec tous les élus et on veut recevoir les élus de tous les partis. Mais je trouve que c'est une belle opportunité, pour elle, d'expliquer directement aux membres certaines choses qui sont dans le budget puis pourquoi ils prennent ces décisions-là. C'est une bonne opportunité pour vous de poser directement des questions, que vous soyez d'accord ou non avec la direction que prend le gouvernement sur certains dossiers. C'est une belle opportunité qu'on a de pouvoir poser des questions. Puis, ce n'est pas la première fois qu'elle s'adresse à nous. On avait eu un webinaire avec le ministre Freeland l'été passé. Donc, inscrivez-vous et peut-être que vous aurez votre question posée directement avec elle, mais nous, on prend le prétexte de cette rencontre-là aussi pour passer des messages, pour qu'elle comprenne c'est quoi nos positions puis quelles sont certaines de nos recommandations. Donc, si vous pouvez, inscrivez-vous. Sinon, l'enregistrement, comme les autres webinaires, va être disponible en ligne après. Oui, c'est exactement ça. Et c'est un peu comme participer à une rencontre de lobbying avec les porte-paroles de la FCEI. Vous êtes directement dans la salle, puis vous avez aussi le droit de poser des questions. Donc, assurez-vous d'être présent à l'occasion. Alors, on va passer à la dernière diapo. Des petits rappels. Encore une fois, notre numéro de téléphone, vous pouvez l'enregistrer dans votre téléphone intelligent, sur un post-it, dans votre annuaire, sur une tablette, comme vous voulez. 1-833-568-3234. Assurez-vous de nous appeler si vous avez des questions par rapport à ce qu'on a discuté aujourd'hui. Vous pouvez aussi nous envoyer des courriels à fci@commercialfci.ca et notre page COVID qu'on essaie de garder à jour avec toutes les questions qui nous viennent par téléphone, par courriel. N'hésitez pas à la consulter. On essaie de la garder à jour avec tout ce qui est pertinent aux aides financières, mais aussi aux réglementations qui tournent autour de la COVID. Je vous remercie beaucoup pour votre participation. Je remercie mon collègue Jasmin aussi. Je vois une pile de papier derrière toi. Je sais qu'il y a beaucoup de travail. Puis il y a des rencontres aussi. Alors, merci pour ton temps, pour nos membres. Puis vous, je vous remercie pour votre temps aujourd'hui aussi et passez une très bonne journée.